Allô, Maître Ruben, on écoute et on le reçoit. Let's go. Allô, Maître Ruben, maudit par les lois, je marche avec les loups. Allô. Bonjour Maître. Bonjour. C'est le seul avocat qui a son morceau. Incroyable. C'est-à-dire que il y a Sofiane, dans un de ses albums qui a le plus vendu, il y a ce morceau Maître Ruben avec ce refrain Allô Maître Ruben, et là Maître Ruben apparaît. Incroyable. Qui est Maître Ruben? Qui êtes-vous? Je suis avocat. On dit de moi que je suis avocat pénaliste. Ouais. Je défends des jeunes, des moins jeunes. Je défends des gens qui sont en prison, qui ne le sont pas. Et je défends Fianso. Comment ça s'est passé quand vous avez découvert qu'il y avait un morceau qui vous était consacré? Une folie. Je suis contacté pour défendre Sofiane, que je ne connais pas. Je suis au commissariat d'Aulnay. Il m'a fallu 7 secondes pour comprendre que le Coran allait passer tout de suite. Et donc, il est déféré. Il me dit au dépôt, Steve, je t'explique, je fais mon premier Planète Rap lundi matin. Et il faut que j'y sois. Je lui dis, ok. Je vois le dossier et là, en fait, je découvre un problème de procédure qui arrive 2 fois dans une vie. Et la deuxième fois n'est pas encore arrivée. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'était, si vous voulez, une enquête de flagrant délit. Et en fait, chaque jour, il faut un acte de procédure. Et là, c'était entre le 8 mai, 1er mai, et les enquêteurs n'ont pas fait d'acte un 1er mai. Et ça n'arrive vraiment jamais, ça m'est jamais arrivé depuis 20 ans. Et je le découvre, je le soulève, et là, le tribunal, avec une présidente exceptionnelle, décide de statuer tout de suite. Il y avait Universal qui était là, il y avait Teufa qui était là, bref, j'avais une pression assez sérieuse. Et le tribunal revient et lui dit, Monsieur Zermani, le tribunal fait droit à la demande et vous êtes libre. Et Fianso, donc je sors et pour moi ça a été une révélation, enfin pour moi ça a été un accélérateur dans ma carrière assez exceptionnel. Et un journaliste du Parisien me dit voilà, si vous m'avez une photo avec Fianso, je vous la mets quasiment à la une. Je vois des gars qui étaient avec lui qui me disent ouais, il est pas coiffé, il sort de garde à vue, il veut pas. Je lui parle et il me dit évidemment qu'on fait une photo ensemble, on en fait une et après ce sera le début. Donc c'est un client qui vous a rendu célèbre? Ah, il a largement contribué à ce que je suis devenu aujourd'hui et c'est devenu aujourd'hui mon ami. La médiatisation, ça sert à quoi pour un avocat pénaliste? Ça sert à beaucoup de choses. En tout cas, pour moi, ça m'a permis d'apporter une crédibilité. Et puis surtout, ça a permis à plein de gens qui ont des problèmes de justice, parce qu'en réalité, aujourd'hui, le pénal, il frappe à toutes les portes. Aux grandes portes, mais aussi aux petites portes. Moi, j'ai défendu des médecins, j'ai défendu des interprètes, des avocats, des magistrats. J'ai défendu des policiers, des gendarmes qui se retrouvent dans des affaires parfois invraisemblables. Et donc, ça m'a permis à moi, en fait, d'être connu au-delà de mes limites territoriales naturelles. Votre première confrontation avec la justice, c'était plus jeune. Vous aviez 17 ans. Vous faites arrêter par la police suite à un malentendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma première confrontation avec la justice a été une injustice, finalement. Je sors de chez moi, je rentre chez moi, pardon, et je croise un de mes voisins que je connais qui était habillé convenablement. Moi, j'étais en jean bombers. On est boulevard Masséna. Et je le vois en train de briser des vitres, en train de voler des autoradios. Et je vois une patrouille de police qui passe, et en fait, il y avait un magasin en face, et je vois que le bleu se met en route et qu'ils font demi-tour. Il me contrôle, lui continue son chemin, et il trouve à quelques pas des autoradios, un tournevis, et je suis placé en garde à vue. Et je me rappelle, j'arrive au commissariat d'Ivry, moi, mes grands-parents étaient commerçants là-bas, donc c'était vraiment terrible pour moi. Et ils appellent mon père et lui disent, voilà, votre fils est en garde à vue pour voler à la roulotte. Et mon père arrive et il croyait que j'avais volé une roulotte. Okay. Et il me met une grande gifle dans le commissariat de police et je lui dis en fait papa, je suis innocent, j'ai rien fait. Et il me dit oui, mais t'es quand même au commissariat de police. Et c'est là en fait que j'ai compris qu'il y avait des situations, même quand t'es innocent, qui te mettent en difficulté. Et là j'ai fait une rencontre extraordinaire qui était une fonctionnaire de police qui est devenue une amie également par la suite et qui a compris la situation et qui a levé évidemment ma garde à vue au bout de quelques heures. Comment vous décidez de vous mettre dans le droit? C'est à ce moment-là? Ça a contribué. Je pense que lorsqu'on fait face à ce type d'injustice, on a envie d'y arriver. Moi, j'ai toujours aimé ça. Défendre les gens. J'étais délégué de ma classe. Une fois, j'ai même été élu délégué sans avoir été condamné, sans avoir été c'est très bon sans avoir été candidat. On le devient aussi par conviction, par engagement. Enfin, c'est dans les tripes, quoi, indiscutablement. Vous montez très vite votre propre cabinet. Vous travaillez d'abord pour des associés. Alors, je fais une rencontre quand même qui est importante. C'est Jocelyne Saban,
Je le rencontre quand j'ai 20 ans. Je rentre du Club Med, j'étais géo pendant 8 mois. Mon oncle est juré à la cour d'assises de Créteil et il me dit, il y a un avocat extraordinaire qui est là. Je vais le voir plaider. J'ai cette rencontre avec lui. Il me dit, rendez-vous dans 8 ans, le jour où t'es avocat. J'aimerais qu'on passe ensemble plusieurs de vos affaires que vous avez défendues. On a parlé de l'affaire Fianso. Est-ce que vous pouvez quand même revenir sur l'affaire de l'autoroute où vous l'avez défendue? Ouais. C'est-à-dire que pour les besoins d'un clip, il bloque la circulation d'une autoroute. Ouais. Il bloque 2 fois l'autoroute. Et quand moi j'interviens pour lui, c'est la 2e fois. Il était à cette époque-là, vous l'avez compris, dans une dynamique de buzz. Il avait besoin effectivement de faire du bruit. Il décide de le faire, mais à ce moment-là, je pense qu'il n'a pas conscience en fait de la gravité, parce qu'en réalité, ça peut avoir des conséquences qui sont évidemment importantes. Et on se rend compte aussi quand même que juridiquement parlant, que techniquement parlant, il y a quand même des lacunes et que ça se plaide, et ça se plaide très fort. Et on obtient un résultat aussi à Bobigny assez exceptionnel, parce qu'en réalité, si effectivement le fait est très désagréable, en termes d'ordre public, en termes effectivement de condamnation, ça vaut évidemment pas grand-chose. RK, un de tes derniers démêlés avec la justice, c'est une affaire qui est presque similaire. Tu as été en garde à vue, pourquoi? Ma dernière garde à vue, Ouais. c'était pour un lance-flamme dans un clip. Ouais, j'avais un lance-flamme. Un lance-flamme. Mais c'est pas ça le pire, c'est qu'ils m'ont mis... Enfin, à la base, ça part de arme catégorie A. Ouais. Donc, il m'a dit que c'était comme si j'avais un tank, et je roulais avec un tank dans la rue, comme ça. Alors que c'était tout bidon, c'était un lance-flamme, mais préfabriqué. C'est pas le vrai lance-flamme, je pense, qu'il y avait en temps de guerre, mais... Puis je suis sorti normal après, comme si de rien n'était. Sans poursuite, j'imagine. Non, sans rien. Sans poursuite. Maître Ruben, un avis? Un avis, en fait, si vous voulez, il faut comprendre, et Fianso l'avait hyper bien Parce expliqué. qu'il peut y avoir un caractère incitatif Oui, à avoir j'allais- un lance-flamme dans un clip. J'allais vous le dire. En fait, ils sont quand même, les rappeurs sont quand même, véhiculent quand même des messages assez forts. Vous avez effectivement de l'influence sur des jeunes. Pour les besoins, effectivement, parfois de vos clips, vous utilisez évidemment des accessoires et du matériel, sauf qu'en fait, le rendu, lorsque c'est filmé, lorsque c'est évidemment sur des clips, ça peut avoir des conséquences importantes. Sauf que là, effectivement, juridiquement parlant, si vous voulez, ça vaut pas grand-chose. D'ailleurs, il n'a pas été poursuivi pour cela. Autre affaire qui concerne le rappeur Zola, qui a été récemment placé en détention provisoire. Il est accusé avec 3 autres personnes de séquestration et violences aggravées. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une affaire qui est en instruction. Ouais. Comme vous l'avez rappelé, il est actuellement détenu. Je peux pas m'exprimer dessus. C'est à la fois interdit et à la fois un souhait que voilà. Et donc je peux pas m'exprimer sur une affaire qui est en cours, ne serait-ce que pour lui également. Il y a quelque chose qui est dingue quand on parle de Zola. On peut aussi penser à Kobalade, qui est incarcéré actuellement. C'est qu'avec RK, vous êtes de la même génération. Vous Ouais. avez été connus tous les 3 au même âge. Est-ce que ça fait de toi un survivant? Parce que quand on voit cette génération brillante qui explose super jeune, comment expliquer que c'est des destins aussi tragiques, que ça termine aussi mal? Zola, je te dirais l'entourage. Parce que Zola, pour l'avoir rencontré, c'est pas quelqu'un de méchant. Tu vois? C'est pas quelqu'un de méchant. Je sais pas après pourquoi ils sont arrivés là, tu vois, mais. Et pour Koba, c'est un accident, tu vois. Koba, il a fait un accident et je pense qu'il s'en veut, qu'il regrette aussi, tu vois. Et voilà, c'est la vie, elle est faite comme ça, tu vois. La vie, elle nous freine au bout d'un moment. Ça arrive pas à tous les artistes De quoi? d'avoir ce genre de problème. Parce que c'est deux problèmes différents, là, déjà, tu vois. Ouais, je sais, mais je parle juste de ta génération. C'est que tu parles de l'entourage, c'est que vous avez quand même drainé autour de vous un cas de facteur exogène qui fait que ça peut péter. Non, mais le monde du rap est aussi un monde un peu, où la violence est quand même relativement présente. Après, Zola, il est présumé innocent, il conteste les faits qui lui sont reprochés, donc en fait, l'instruction va se poursuivre. Mais c'est vrai que, ce son musical qui est aujourd'hui numéro 1 en France, on n'écoute que ça, il draine un peu cette violence-là. Alors, je dis pas qu'il faut aller évidemment dans l'extrême et se retrouver évidemment en détention provisoire, mais c'est vrai que ça accompagne un petit peu ce mouvement. Et est-ce que lorsqu'on est un artiste, si on suit ce raisonnement, on peut être jugé plus sévèrement justement à notion d'exemplarité? Est-ce que ça peut arriver qu'on veuille faire des rappeurs des exemples ou des mauvais exemples et qu'ils soient condamnés plus sévèrement? Je ne pense pas que on défende de la même manière, on ne juge pas de la même manière,
Et Avocat, comment non mais, Ah, mais c'est vrai, non mais c'est sûr c'est qu'en la fait, règle. tu vois, tout à l'heure tu disais quelque chose de très juste. Tu dis en fait j'ai été condamné, et en fait ce que tu as voulu dire c'est que le tribunal médiatique, tu parlais de Twitter, tu parlais d'autres, en fait ils ont refait ton procès. Compliqué ça. C'est compliqué. Et en fait, c'est une composante qu'il faut avoir en tête. Et c'est sûr que vous n'êtes pas jugé de la même manière, indiscutablement.